Bon après-midi, mesdames, messieurs. C'est sous le toit de la Société immobilière du Cameroun, la SIC, que va s'achever cette deuxième journée de conférence du SAGO 2023. Nous allons visiter la SIC, telle qu'elle se présente aujourd'hui, au moment où elle envisage la relance de la production des logements. La SIC, telle qu'elle se projette, avec l'ambition de tourner la page d'un passé lourd d'incertitudes. La SIC, enfin, telle qu'elle se met au service d'une demande sans cesse croissante. Et j'ai le plaisir, pour dérouler ce programme, d'accueillir d'abord le directeur général, M. Amadou Sardaouna, qui va nous ouvrir les portes de son entreprise. Bon après-midi, monsieur le directeur général. Merci, M. Alain. Merci à tous les participants. Je voudrais d'abord remercier l'équipe de SAGO qui nous a fait l'honneur de nous inviter pour qu'on éclaire aussi l'opinion publique camerounaise et internationale sur l'évolution de la société immobilière. C'est une société qui a aujourd'hui 70 ans, puisqu'elle est créée depuis le 18 juillet 1952 par les Français. Il en est de même de la société immobilière équato-guinéenne et puis ivoirienne. Donc aujourd'hui, le 12e salon gouvernemental SAGO qui se tient du 22 au 29 au Palais de Sport a pour thème développement des infrastructures et transformation structurelle de l'économie camerounaise. C'est autour de ce thème que graviteront les différentes conférences, notamment celle de la SIC, aujourd'hui qui a pour thème la SIC vers la relance de la production de logements. Et d'entrée de jeu, il y a l'amalgame autour des définitions qu'il convient d'apporter des précisions suivantes. L'infrastructure se définit comme un ensemble des ouvrages constituant la fondation et l'implantation sur le sol d'une construction ou d'un ensemble d'installations, par exemple les routes, les voies ferrées, l'aéroport, etc. Le logement est un équipement de superstructure qui s'érige au-dessus du sol. Il sert d'habitation régulière et des personnes. Alors, quel est le lien entre l'infrastructure et la superstructure? En promotion immobilière, l'infrastructure constitue la partie relative aux fondations d'un immeuble ainsi qu'aux éventuels niveaux de sous-sol, tels que les parkings et les caves. Elle s'oppose à la superstructure des biens immobiliers qui est composée des niveaux supérieurs allant du rez-de-chaussée aux étages. Donc, l'infrastructure est le socle dont dépend l'existence du logement. La présentation de sous-thèmes retenus par la SIC comporte 4 parties. Nous allons faire un état de lieu, la présentation et la mission de la société immobilière. On va parler de la problématique de production des logements de la SIC, les principaux problèmes rencontrés, esquisse de solutions, vision de la SIC à l'horizon 2035. Les sous-thèmes subsidiaires seront successivement gérés par mes directeurs. Il y a le programme de rénovation et de réhabilitation des cités. Vous savez que la société immobilière, pendant 40 ans, n'a pas pu faire des réhabilitations profondes, contrairement à la réglementation internationale qui veut que chaque 5 ans, qu'il y ait vraiment des opérations pour rendre la vie décente aux occupants de nos logements. Il y a aussi le problème de filouterie de loyers et code de résidence que nous avons insufflé dès notre arrivée en 2019. Il y a aussi le problème de sous-location. Bon, maintenant, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Nous allons brosser à travers le directeur financier la situation existante à la SIC dès notre prise de fonction en 2019 et la situation d'embellie que nous observons en 2023. S'agissant de la présentation des missions de la SIC, j'ai dit tout à l'heure que c'est une société qui est créée en 1952 avec
comme capital 75 milliards. 75 milliards, pourquoi? Parce que nous avons constaté de notre arrivée que le capital de la SIC restructuré en 1978 n'avait pas eu des éléments tangibles pour compléter le montant pour passer de 500 millions à 1 milliard. Donc nous l'avons complété en décembre 2019 et ce qui a permis à la SIC de restructurer ce capital de 1 milliard en juin 2020 enregistré au niveau de la greffe. Et puis maintenant, ceci nous a permis de recapitaliser la société à travers les immobilisations. Conformément à la réglementation, c'était un élément qui devrait se passer depuis 2008. Ça n'a pas pu être fait. Nous l'avons fait en septembre 2020 et puis nous avons toiletté les statuts de la société qui a maintenant une large vision sur ce que c'est que l'habitat, parce que se cantonner seulement sur l'habitat social laisserait une bonne frange des populations camerounaises sans un élément. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la SIC est capable de faire des logements abordables, des logements sociaux, des logements économiques, des logements de moyen standing et des logements de haut standing, et permettant aussi à la SIC de faire des équipements marchands pour renflouer sa trésorerie. Donc, la société est régie par l'acte uniforme d'OHADA, et principalement, notre mission, c'est la production de logements décents, prioritairement les logements sociaux et leur commercialisation. Donc, la SIC, c'est donc un bras séculier de l'État. En tant que promoteur immobilier institutionnel chargé de la construction et de la gestion des logements sociaux, la SIC a construit durant les années précédentes jusqu'à 12 000 logements, parmi lesquels la moitié ont été vendus. Il nous reste dans notre cagnotte 5 320 logements disséminés sur le territoire, dont 2 372 à Douala. Le patrimoine est assis sur des titres fonciers de l'État que nous avons constaté est de mature à 80%, ce qui ne permet pas à la société de remplir ses obligations de promoteur immobilier, parce que vous savez que l'interaction entre le promoteur immobilier et des acquéreurs repose sur la délivrance de ces titres fonciers. Or, la SIC, pendant plus de 40 ans aujourd'hui, n'arrive pas à le produire. Dès notre arrivée, nous avons fait des tournées et ce qui se passait avec nos clients, c'est qu'ils réclamaient leurs titres fonciers. Donc, la dilution des responsabilités entre l'État et la société laisse planer un peu de doute dans la tête de nos clients. C'est pour cela que nous avons pris langue avec le ministère du Domaine et des Affaires foncières. Le ministre a fait une plateforme entre la SIC et le MINCAF. Cette action devrait être faite depuis 1994, puisque nous avons trouvé des documents avec l'ancien MINU. Ça n'a pas été fait. Nous remercions donc le ministre du Domaine des Affaires foncières d'avoir pris sur lui du point de vue de sa responsabilité quant à la délivrance de ces titres de propriété aux populations camerounaises et soulager aussi la SIC dans son rôle et dans ses interactions avec ces populations. Donc, nous convenons avec nous avons sur la table depuis 2014, le ministère de l'Habitat répète depuis 2014 qu'il y a 2 millions de déficit d'unités. Et c'est pour cela que nous, en tant que société immobilière, nous pensons qu'il est urgent de prendre notre responsabilité et de dire aux Camerounais ce que nous faisons, même si c'est 10 logements par an, il faut le faire. Parce qu'en restant 20 ans en arrière, la SIC n'a pas produit de véritable, n'a pas fait une production, c'est-à-dire que c'est autour de 300 logements que nous avons trouvés. Donc nous avons trouvé que c'est inacceptable et en tant qu'agent immobilier, nous avons aussi un mandat de gestion avec le ministère de l'Habitat et du Développement urbain qui a construit 1520 logements avec la coopération chinoise. Et puis maintenant, le programme Planut qui a sorti 800 logements.
ce qui fait que c'est un taux de 2300 logements qui sont rentrés dans la commercialisation en 2020. Donc, la problématique de production de logements par la SIC, il convient de montrer le lien, la relation forte entre l'évolution de la politique gouvernementale en matière de logement et le rendement en quantité de la SIC. Une analyse historique des conditions de la production nous permet de sortir 4 périodes marquées dans son évolution. D'abord, il y a la période de 52 à 76, et c'est une période pionnière, premier pas en période de pré- et post-indépendance. Sur le plan institutionnel, la SIC est l'unique opérateur immobilier et l'État a des participations dans ces investissements. Sur le plan financier, la SIC jouit de nombreux financements à la fois de l'extérieur, l'État français, par le biais des prêts concessionnels, qu'à l'intérieur avec des institutions publiques. Sur le plan technique, elle couvre quantitativement et qualitativement les besoins en logement essentiellement destinés aux clercs nationaux coloniaux, puis aux fonctionnaires publics en réalisant des constructions en matériaux définitifs aux normes reconnues dans la fourchette de 3200 logements, dont 640 en accession à la propriété et 2560 en location. Elle est implantée dans la ville de Yaoundé, Douala et Gawa. La période de 76 à 86, et c'est ça qu'à la SIC, nous disons que c'était une période glorieuse, les 30 glorieuses avec l'implication et l'engagement fort de l'État. La conférence de Vancouver de 76 sur les établissements humains fait germer une idéologie mondiale qui prend un tournant décisif avec la forte recommandation engageant la responsabilité des États de prendre des mesures pour le logement pour tous. C'est ainsi que l'État camerounais a affiché sa ferme volonté, sa ferme résolution et sa grande détermination de développer l'habitat social en mettant en place des instruments d'action, avec notamment le triptyque, le crédit foncier, la mission d'aménagement d'équipements des terrains urbains et ruraux Maïtur et la Société immobilière du Cameroun, la SIC. Pour implémenter la promotion et la réalisation de l'habitat social sur son territoire, on notera surtout la création d'un ministère de l'urbanisme et de l'habitat chargé de définir et mettre en œuvre la politique gouvernementale dans ce domaine. De surcroît, elle est la tutelle des organismes du triptyque, c'est-à-dire que l'ancien MINU avait les 3 sociétés sous sa coupole, ce qui rendait un peu facile les constructions. Donc, ceci a donné un résultat dans un programme pilote de 8200 logements sociaux de 81 à 86. On remarque l'entrée en scène des entreprises industrielles pour la production de masse ces derniers temps. Donc, la période de 86 à 2004, c'est une période de récession où l'État est dans une situation un peu scabreuse avec l'économie mondiale qui a plongé, c'est-à-dire que le Cameroun, comme les autres pays en majorité, ont subi de plein fouet la période de récession de l'économie mondiale dès l'avènement des années 80. L'État camerounais fait recours au FMI et est contraint de se désengager des activités de production, notamment les secteurs sociaux. L'heure est en effet à la libéralisation tous azimuts des économies. C'est ainsi que le secteur immobilier public est fortement touché et voit tous ses programmes abandonnés. On voit ainsi l'essoufflement du triptyque dès 86. Il convient de souligner qu'au cours de cette période, la SIC a réalisé quelques nouvelles opérations telles que la cité de Nkomo, certaines cités à Yaoundé, Begbo à Berkoua, Angale à Ebolova, et de densification de certaines cités existantes telles que la construction de l'immeuble Z à la cité Messa. On établit en cette période 254 logements de part construits par la SIC pendant cette période de crise. C'est une période qui se caractérise par la baisse des loyers et prix de vente de logements SIC
sur instruction du gouvernement. Et ceci, la privant ainsi des ressources permettant un remboursement de sa dette vis-à-vis de l'État et du crédit foncier d'un montant de 72 milliards 700. Et entretien aussi approprié du parc immobilier. C'est pour cela que vous voyez que les logements ne sont pas entretenus depuis ces années-là. C'est compte tenu du fait que notre exploitation est divisée presque par 3 et ceci ne permettait pas de faire des grands enjambées pour soulager les populations camerounaises. La période de 2004 à aujourd'hui, la période de reprise et de relance de la production publique, la SIC poursuit la construction de petites opérations de création de nouvelles cités de haut standing, telles que la résidence de Fandena, qui a eu 160 logements et qui est la première expérience de la société immobilière et même du Cameroun en matière de copropriété. Opération réalisée grâce à un prêt bancaire auprès de la banque Shelta, la banque de l'habitat africaine. Et nous avons aussi construit la résidence, toujours de haut standing, de Colombe Dome de 32 logements sous prêt Afriland First Bank. Donc, on peut également citer la construction de TETAC de 15 logements. Donc, dès notre prise de fonction, et puis Djongolo de 32, de notre prise de fonction, nous avons achevé les logements d'Abierg qui étaient construits pour 24 logements. Nous l'avons achevé en 2021 et le MINCAF a pris l'ensemble de l'immeuble pour loger les fonctionnaires camerounais. Plus tard, après l'embellie de la situation des états financiers de la SIC, nous avons rompu avec les états financiers déficitaires de moins 4 milliards 7 ans avant notre arrivée. Et la SIC a regagné la confiance des banques. Ça nous a permis d'avoir une cagnotte d'une syndication des banques pour 10 milliards pour commencer la construction des logements d'un Fundi. Donc, ce qui fait que nous avons produit en un temps record la moitié de ce que la SIC a produit en 20 ans. Maintenant, les problèmes principaux rencontrés, les principaux problèmes dans nos fonctions de promoteur et agent immobilier de l'État, la SIC fait face à multiples problèmes. J'ai dit en introduction que nous avons un patrimoine immobilier qui est assis sur 80% du titre foncier privé de l'État et de la maiture, ce qui complique les transactions, autant pour la SIC que pour les acquéreurs. Et j'ai l'impression que ça continue avec le programme gouvernemental à Olembe et à Banga Bakoko, où des ventes ont été opérées, mais jusqu'à présent, aucun acquéreur n'a un titre de propriété. Nous l'avons indiqué depuis 2020 au gouvernement que c'était une situation insoutenable. Donc, ce qui fait que c'est un problème majeur du promoteur immobilier parce que la SIC est régie, est certes une société d'État, mais régie par le droit privé OHADA. Donc, l'impossibilité de délivrer ces titres de propriété aux acquéreurs plombe le processus de mise en place de la copropriété. Vous savez que la loi sur la promotion immobilière des agents immobiliers ont déterminé que la remise des clés d'un immeuble vendu, c'est devant le notaire qui fait les charges de la copropriété et que chaque acquéreur signe. Donc il n'appartient même pas à un promoteur immobilier de remettre ses clés ou à l'État, parce que la loi a été promulguée, c'est le notaire. Et sans titre de propriété, le notaire ne peut pas travailler. Voilà la difficulté de la société immobilière du Cameroun et la difficulté des acquéreurs. Donc, nous sommes aussi plombés par la sous-location. 25% de notre patrimoine est occupé illégalement par des personnes
à la suite des ventes de clés de personne à personne, ce qui fait que ça pose une insécurité dans nos cités et une insécurité aussi pour l'État parce que la SIC ne sachant pas qui loge dans ces logements, on ne sait pas qui est qui et c'est pour cela que nous avons des revendications. Donc, nous avons aussi le problème d'insalubrité des espaces verts, les constructions anarchiques sur les sites entraînant la destruction des stations d'épuration, le vandalisme, des équipements sanitaires, électriques dans les immeubles sont des maux qui minent les cités. La défaillance des réseaux d'assainissement qui s'est affaissée depuis 40 ans et dont la réhabilitation coûterait cher à l'État. L'immatriculation des parcelles à l'intérieur du domaine de la SIC par des individus brandissant des titres fonciers délivrés aux grandes dames de cette dernière. Nous avons aussi l'insécurité dans les cités favorisée par l'absence de clôture. Menant les exercices de solutions face à ce désordre observé dans les cités, un certain nombre de mesures ont été prises dès notre arrivée à la tête de la société immobilière. La création d'un comité foncier regroupant le MINDU, le MINCAF et la SIC pour apporter des solutions aux différents problèmes fonciers. Au jour de jour, aujourd'hui, nous sommes à 25% de réalisation, c'est-à-dire que le MINCAF nous a délivré certains titres fonciers. Et c'est pour cela que nous ne cesserons pas de remercier le ministre du domaine du cadastre et des affaires foncières. Donc, nous avons aussi le renforcement des capacités de délégation régionale pour la maîtrise de la salubrité dans les cités, la mise en place d'un code de résidence et de la copropriété dans la cité permettant aux clients de connaître les acteurs, puisqu'il y a une chaîne de valeur pour conduire les éléments de logements sociaux, parmi lesquels nous avons les autorités administratives, les maires, qui ont pour rôle régalien d'entretenir les voiries, les stations d'épuration, le problème d'assainissement, et les sous-préfets, les problèmes d'insécurité. Nous avons aussi les forces de l'ordre qui nous aident dans nos actions et qui régulent les situations scabreuses dans les cités. Dans la perspective d'amener les acquéreurs à prendre en main la gestion de leur espace commun, la SIC a élaboré un code de résidence fixant les règles d'habitation à ces derniers. Parce que autant les acquéreurs ont le syndic de copropriété et autres, autant nous avons constaté qu'il fallait aussi faire une régulation avec les locataires qui n'étaient pas reposés sur des cahiers de charges. Donc, ce code de résidence a été élaboré et validé par le conseil d'administration avec 5 chapitres et 41 articles. Mais cependant, il y a lieu de révéler que les interventions et la gestion des cités sont partagées avec en interaction avec ces acteurs-là. La SIC doit contrôler et veiller au respect des conditions d'hygiène et de la salubrité autour et le bâtiment et l'entretien des réseaux, de drainage et d'assainissement liquide et solide en collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées. C'est la raison pour laquelle le top management dans sa gestion a demandé au Conseil l'acquisition de 2 camions hydrocureurs pour permettre, en l'absence de réhabilitation du réseau d'assainissement, que les camions essayent de décongestionner régulièrement ce système d'assainissement. La ville de Yaoundé et Douala étant les plus grands pôles, nous nous situons par rapport à ça, et les autres n'auront pas trop de problèmes. Nous avons aussi les chefs de poule à travers les organisations qu'on a eu à faire, et puis les collectivités territoriales décentralisées et les forces de maintien de l'ordre. En définitive, à l'attention des locataires et acquéreurs, il est rappelé que les maisons sont désormais les leurs. C'est un bien, un patrimoine à préserver. Il leur revient désormais ensemble d'en prendre soin, à eux de préserver leur cadre de vie. Les textes en vigueur sur la copropriété leur y obligent. Ils sont des copropriétaires. L'État a fait beaucoup depuis des années
à la suite de la baisse des loyers, la SIC a emmagasiné plus de 90 milliards de pertes. L'État, à travers des avenants que nous avons signés en 4 ans, a payé la moitié. Donc, ce qui fait que la société se trouve aujourd'hui dans un embelli certain. Et deuxièmement, l'autre élément, c'est que nous voulons remercier le chef de l'État qui nous a conféré la maîtrise d'ouvrage pour la construction d'une usine de production massive de logements avec l'entreprise Pizzarotti dont nous avons hérité la maîtrise d'ouvrage, un marché qui avait débuté en 2017 et qui n'a pas eu de début jusqu'en 2021 que le chef de l'État nous a remis cette maîtrise d'ouvrage. Mais aujourd'hui, il faut qu'on remette aussi au nouveau maître d'ouvrage des ressources nécessaires pour faire en interaction avec la CAA, qui est dépositaire de la dette que l'État a contractée de 115 milliards, pour qu'on optimise, parce qu'il ne faut pas qu'on s'amuse avec des marchés internationaux, parce que ça risque de donner des pénalités à l'État. Et déjà même, la non-utilisation de ce crédit a valu à l'État 2,3 milliards de pertes. Donc, si on continue de ne pas accompagner, d'optimiser les ressources propres pour conduire à bon port ce projet, qui est un projet d'envergure, parce que après les 224 logements que nous avons commencé, 50 sont déjà prêts pour l'occupation, et les autres vont relayer après l'implémentation de l'usine de Colmeos qui va faire les productions de plaques avec une base certaine en fondation. On permettra à la SIC de faire un appartement en 5 jours. Donc, c'est le lieu aussi de saluer l'acte du chef de l'État parce que la SIC hérite d'un ensemble d'engins aussi, plus d'une cinquantaine reçus, parce que ces engins étaient confinés au port de Douala depuis 2018. Avec l'aide du gouvernement, nous avons fait sortir ces engins qui sont aujourd'hui sur le lieu du site des travaux. Donc, il reste encore plus d'une centaine d'engins qui viendront aussi d'Italie parce que les premiers 50 n'ont pas été libérés du port de Douala et c'est resté pendant 4 ans. Et ça a causé des soucis aux co-contractants. Et c'est pour cela que nous avons enjoint, en tant que maître d'ouvrage, qu'ils ramènent ces engins d'ici octobre 2023. Donc, c'est pour vous dire que les perspectives que le gouvernement a mises en place annoncent des lendemains meilleurs pour des Camerounais parce qu'il faut être directeur général de la SIC pour voir comment les Camerounais souffrent, comment les gens viennent dans mon bureau pour dormir par terre pour avoir un logement. Parce qu'un fonctionnaire qui a 90 000, aujourd'hui à Yaoundé et Douala, pour avoir un bon logement, il faut débourser 150 000. Donc vous voyez que le salaire d'un fonctionnaire moyen de 90 000 ne permettra pas aux Camerounais de se loger dans un logement décent. C'est la raison pour laquelle la SIC appelle vraiment qu'il faut qu'il y ait une délicatesse dans le traitement pour la production de ces logements. Parce que rien ne sert de dire que nous avons 2 millions de logements, mais il n'y a pas un plan crédible qui permettra de décroître ce phénomène. Nous avons participé en 2019 au Maroc, qui avait plus de 3 millions de déficit de logement depuis les années 2004, avec les éléments mis en place, ça a décru jusqu'à 287 000 logements de déficit. La Tunisie est allée à un surplus d'1 million de logements, ce qui fait que le logement est aujourd'hui moins coûteux en Tunisie. 80% des Tunisiens sont propriétaires de leur logement.
Donc, je dis que le Cameroun avait tous ces éléments depuis les années 80. Ce n'est pas maintenant que le Cameroun va apprendre comment construire un logement. Nous l'avons appris, les autres ont suivi. Nous-mêmes, on a enseigné à beaucoup de pays africains comment faut-il faire pour faire les logements sociaux. Ils en ont construit dans leur pays. Donc c'est pour cela que la SIC, conscient de cela, a intitulé une vision pour 2035, faire de la société immobilière du Cameroun à l'horizon 2035 un véritable outil de production capable de répondre de manière massive, régulière, adaptée à la demande de logement de toutes les couches sociales, pas seulement le logement social. Donc, le premier axe parle de l'amélioration de la gouvernance pour la promotion immobilière en priorisant aussi le développement durable. Parce que le développement durable nous permet d'optimiser les ressources que nous recevons de l'État et puis le partenariat que nous pouvons faire avec les entreprises étrangères. Donc, ça permettra d'améliorer les textes sur le logement social, de définir bien la cible, parce qu'au Cameroun, on parle de logement social, mais jusqu'à présent, la cible n'est pas bien définie. Donc, le deuxième axe, c'est développer l'industrie du logement et les nouvelles technologies pour une production de 10 000 logements. La SIC compte faire 4 pôles pour implanter une usine. Le Grand Nord va prendre à Garoua une usine de production permettant de couvrir toute cette région. Le Grand Ouest, à Bamenda, on va implémenter une usine aussi qui va prendre Bamenda et l'autre. Nous avons aussi Douala qui va être avec le sud-ouest pour permettre la production. Et nous avons Yaoundé pour lequel le chef de l'État nous a donné la première usine de la société immobilière du Cameroun. Donc, ceci permettra à la SIC, la production du haut standing, permettra à la SIC de faire des bénéfices pour tomber maintenant dans le troisième axe qui va être 30 000 de logements sociaux. Donc, ceci, c'est pour permettre à l'État d'être soulagé dans son budget parce que l'État a plusieurs priorités. Et comme le logement produit de la richesse, le PIB, aujourd'hui, est entre 6,5 et 6,8. Donc, ça veut dire que la société peut, compte tenu de l'embellie que l'État nous a donnée pour le moment, se développer avec les partenaires privés, comme l'a dit le chef de l'État dans un de ses discours en 2018. S'adosser aux partenaires privés nationaux et internationaux pour la production de ces logements-là. Donc, c'est ça que nous souhaitons appliquer pour que ça soit un peu un embellie pour toujours. J'en veux pour preuve l'ONCAC. Nous avons eu des partenaires depuis 2020. Le conseil d'administration a donné le quitus de signer une convention sur 1500 logements. La SIC, à travers sa richesse, le terrain de l'ONCAC était acquis par la SIC depuis 1963, mais n'était pas immatriculé jusqu'en 2020 que j'ai pu faire des négociations avec le MINCA pour que ces terrains soient immatriculés. Et puis, ça nous donne une valeur de 31,5 milliards et qui permettra à la SIC de s'associer avec des privés. Le privé devrait amener 115 milliards. Avec nos 31 milliards de trucs, nous constituons une société de projets en SPV. Bon, beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest implémentent ce processus de SPV. Ça permet à l'État de se désengager de la dette, parce que le FMI contraint l'État de ne pas avoir une dette immense. Donc, ça soulage. La société de projet reprend la dette et tous les éléments. La SIC va vendre ses logements et prendre sa part de 6 à 5%. Donc, nous comptons aussi, dans le quatrième axe, restaurer le patrimoine immobilier de la SIC, qui est vétuste à plus de 60%. La cité de Koto, à elle seule, fait 5 milliards pour la réhabiliter. Et c'est pour cela que nous demandons au conseil d'administration de nous accorder le marché adapté
telle que la réglementation l'a fondée. Parce qu'en France, le marché adapté, ça a une cible, c'est-à-dire que le social. Et puis maintenant, ça permet de confédérer les producteurs de matériaux de construction. Ce qui fait le problème ici, c'est que le matériau de construction étant cher, si on rentre dans la concurrence pour réhabiliter nos logements, ça coûterait cher à l'État. Donc, comme c'est une production de masse qu'on voulait faire, on peut rassembler tous les matériaux. Ça permettra une baisse du prix de ces matériaux-là, parce que c'est beaucoup, et ça permettra à la SIC de gagner 20 à 30% dans les marchés adaptés pour réhabiliter les logements sociaux du Cameroun. Donc, maintenant, nous allons passer, nous avons des sous-programmes en rénovation, réhabilitation, filouterie et la sous-location, la situation des trésoriers de la SIC, qui seront interprétés par le directeur technique attitré. Et en conclusion, je peux dire à l'assistance que le Cameroun vit présentement une crise de logement qui touche toutes les régions du pays. Les loyers moyens ont augmenté dans toutes les régions depuis plus d'une décennie. La SIC développe des stratégies pour inverser cette tendance croissante. Il convient également de noter que la copropriété oblige les propriétaires à établir un ensemble de règles, de vivre ensemble et de gérer ensemble leur espace de vie pour permettre à des familles de cohabiter harmonieusement sur un même site. Ces règles sont celles de la gestion partagée de toutes les parties. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour remercier fortement l'implication du MINFI à travers la CTR qui a aidé la SIC sur le plan fiscal et autres. Ça nous a permis, en un temps record, de payer plus de 11 milliards au fisc. Ceci aussi nous a permis de nettoyer de 2013 à 2022 les charges sociales envers la CNPS. Et nous remercions aussi le ministère du Domaine pour la disponibilité à comprendre le problème de la SIC, le problème des logements sociaux, qui est un élément souverain, dépendant directement du chef de l'État, qui a mis d'énormes sacrifices pour baisser les loyers pour un montant en 27 ans de 90 milliards pour que les populations camerounaises vivent décemment. Nous remercions aussi le MINEPAT qui nous a donné, à la suite de nos rapports, en 2021, 835 millions pour enclencher les réhabilitations de nos logements à Messa avec la construction de la clôture. La SIC aussi, qui a mis dans sa cagnotte presque 800 millions malgré l'état de trésorerie pour entamer au moins 14 logements à la Cité Verte, Koto, et puis Boya et Limbe. Donc, c'est pour dire aux Camerounais que l'État a compris les problèmes. Ça a duré pendant 2 ans, 3 ans, mais je pense que nous sommes dans la bonne voie. Donc, nous remercions encore fortement le ministère des Finances qui a embelli, il y a 3 semaines, la société immobilière qui est partie en trésorerie nette de 510 millions en 2019. Nous sommes à plus de 20 milliards aujourd'hui. Donc, c'est un ensemble de synergies qui s'est mis en place pour permettre à la SIC de répondre favorablement aux Camerounais. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, que le problème de logement est un problème crucial pour un pays. Donc, ça dépend aussi, c'est un problème de souveraineté. Vous savez que le logement social est dirigé et géré directement par le chef de l'État qui octroie ces logements aux populations camerounaises. Et la SIC aussi se permet de faire une ouverture à d'autres couches de population pour que ce soit les équipements marchands, les trucs de haut standing, ça nous permet d'avancer singulièrement. Donc, en tant que directeur général en 4 ans d'office,
je pense que nous avons une embellie certaine de par la célébration de notre 4e anniversaire en août 2023. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur Général. On va, à votre suite, passer la parole à vos collaborateurs. On va commencer par une petite indiscrétion. On va regarder dans les caisses de la SIC. On va voir ce qu'il y a dans les caisses de la SIC. Et je voudrais passer la parole à Monsieur Roland Menguene, qui est le directeur financier et comptable. Merci, Monsieur le modérateur, Monsieur le directeur général. J'ai l'impression que votre micro Là. voilà. OK. Alors, merci, Monsieur le modérateur, merci, Monsieur le directeur général, pour la parole donnée, pour présenter en quelques lignes les indicateurs qui reflètent la situation financière de la SIC à date. Alors, ces indicateurs, nous voulons les présenter en 2 phases. Première phase, celle qui concerne la période avant 2019, et la seconde phase sera celle qui concerne la période après 2019. Alors, ces indicateurs se présentent comme suit. Avant 2019, la SIC mobilisait des ressources en termes de chiffre d'affaires et tout ce qui est comme produit de 3 milliards, en moyenne 3 milliards, pour des charges, n'est-ce pas, de 8 milliards. Et sur ces charges, on doit relever que nous avions des charges, ce qu'on appelle des charges décaissables, des charges non décaissables. Nous avions des charges décaissables de 3 milliards, c'est-à-dire des dépenses qui entraînent des flux financiers de 3 milliards, et des charges non décaissables, à savoir les amortissements, dans la dépréciation des immobilisations, les amortissements et les provisions de 5 milliards. Et cette situation a entraîné de manière structurelle un déficit de 4 milliards à l'entreprise. Donc, lorsque le top management arrive en 2019, on trouve un déficit moyen de 4 milliards par an. De manière un peu détaillée, en 2016, nous avons eu 4 milliards de déficit. 2017, 3 milliards 600 de déficit. En 2018, 4 milliards de déficit. Alors, le top management ayant pris le problème à bras le corps, nous avons entrepris, sous la coordination, la supervision du directeur général, un ensemble de stratégies ingénierie financière. Malgré que la SIC n'ayant pas débuté la production, nous avons donc entamé des stratégies ingénierie financière qui ont permis de renverser la tendance. Alors, à date, il faut relever que nous enregistrons des ressources, n'est-ce pas, nettes de 9 milliards par an, sans production. Et également, ce qui a permis de neutraliser les charges. Et ça a entraîné ainsi la réalisation des bénéfices, c'est-à-dire des résultats comptables positifs. Nous avons eu en 2019 un résultat de 700 millions. Nous avons eu en 2020 un résultat de 120 millions. Et en 2021, un résultat de 117 millions. Il faut relever que ces résultats positifs résultent, excusez de la tautologie, résultent exclusivement d'une stratégie et d'une ingénierie financière. Nous allons également regarder du côté de la trésorerie, comme l'a si bien relevé le modérateur et puis le directeur général l'a également présenté. Avant 2019, la direction générale prend une société qui a une trésorerie active disponible, c'est-à-dire ce qu'on a dans les banques, de 510 millions. Vous comprenez qu'avec 510 millions, la SIC ne pouvait pas faire face à ses engagements. Il faut relever que la SIC, en cette période, était sur le coup d'un découvert permanent, c'est-à-dire un prêt à court terme auprès d'une institution bancaire dont on ne va plus faire la publicité, la CBC, où la SIC empruntait 250 millions par mois pour pouvoir faire face aux charges personnelles, aux engagements en termes de paiement des fournisseurs. Et ce crédit à court terme a entraîné des charges annuelles de 300 millions. À date, nous devons quand même, si cela on pouvait demander cela, d'applaudir parce qu'aujourd'hui,
la SIC n'a plus jamais fait recours aux découverts. Les salaires sont payés régulièrement et nous avons une trésorerie active disponible à date de 21 milliards dans nos banques. Également, nous avons assaini les états financiers et nous avons renoué avec les bénéfices, comme je vous ai dit tantôt. Et ces états financiers ont permis de renouer avec ce qu'on appelle dans le jargon financier l'appétit bancaire. Nous avons aujourd'hui, aux portes de la SIC, des institutions bancaires qui veulent financer nos projets. Je peux citer quelques-uns. Je crois que nous avons une cagnotte de 90 milliards qui frappe à notre porte. Nous avons la BDAC qui vient avec une certaine cagnotte. Nous avons Afriland First Bank également qui vient avec une certaine cagnotte. Nous avons la BISEC. Également, nous avons relancé la production à travers une syndication bancaire qui a permis de mobiliser 10 milliards de francs. Ce que la SIC n'avait pas connu depuis belle lurette. Voilà, ramassé en quelques mots, monsieur le modérateur, la situation financière de la SIC présentée avant 2019 et après 2019. Je vous remercie. Alors, les salaires sont payés régulièrement. C'est entré dans des oreilles des gens qui ne sont pas complètement sourds. Nous allons évoquer maintenant les projets de la SIC et notamment la résidence Fundi et la résidence Pizzarotti. Je passe la parole à M. Achille Wongolo, qui est le directeur des programmes et des projets. Merci pour la parole donnée. Bonsoir à tous. Disons que la question de la relance de la production à la SIC, dès 2019, a été adressée à travers 3 grands programmes. Nous avons le programme social moyen, destiné à la location simple, programme social économique, destiné à la location à cession, et les programmes de standing. Ces différents programmes ont fait l'objet d'un plan d'action de 2021 à 2023, structuré en 5 pôles. Vous avez le pôle de développement du capital foncier, la maturation des projets immobiliers, l'exécution des projets immobiliers, la protection de l'environnement et la promotion du développement durable, et puis la coopération multilatérale. Alors, le montant global affecté à ces différentes activités était estimé à 95 milliards de francs CFA. À date, les résultats se présentent comme suit. Vous avez près de 200 hectares sécurisés sur le patrimoine de la SIC. Vous avez une acquisition foncière de l'ordre de 30 hectares sur différentes assiettes foncières. En ce qui concerne la maturation des projets immobiliers, près de 14 000 logements à date sont matures et prêts à être exécutés, parmi lesquels vous avez déjà un projet qui est en cours de lancement. Vous avez le projet de la résidence Le Fundi et dans le cadre des partenariats, vous avez le projet avec un partenaire rwandais pour la réalisation de 1500 logements sur la cité existante de Longkak. Donc il s'agit d'une rénovation. En ce qui concerne l'exécution des projets, à date, la SIC exécute 380 logements, ce qui représente quasiment ce que la SIC a fait en 30 ans, dans les 30 dernières années. Pour ce qui est de la protection de l'environnement et la promotion du développement durable, il y a une prise en compte effective des personnes à mobilité réduite dans la conception des différents projets, mais également des campagnes régulières de curage, ce qui a notamment amené le directeur général à acquérir un camion hydrocureur dont les effets sont actuellement ressentis par les différents résidents des cités. En ce qui concerne la coopération multilatérale,
nous avons un parc de 28 partenaires financiers et techniques prêts à accompagner la société immobilière dans sa volonté de réaliser 40 000 logements. Pour ce qui est du volet réhabilitation, la réhabilitation aujourd'hui de la SIC porte sur 575 logements, ce qui représente 25% du patrimoine effectivement en exploitation. Et le coût de cet investissement est à date de près de 3 milliards 100 en 3 ans. Enfin, en termes de production, la SIC s'est orientée dans le prochain triennal 2024-2026 à un impact direct dans les 10 régions du Cameroun. Pour ce qui est de la région du centre, vous avez 4144 logements qui sont appelés à être construits. Pour ce qui est de la région du littoral, 270 logements. La région du sud, 1040 logements. La région de l'extrême nord, du nord et du nord-ouest, également Adamawa, 300 logements, 350 logements chacun. Et puis, la région de l'ouest, 60 logements, pour un coût global estimé à près de 400 milliards de francs CFA. Il est à relever que la réalisation effective de cette projection de près de 8000 logements sera possible avec la ferme volonté du gouvernement et que nous ressentons aujourd'hui à travers la mise à disposition de différentes assiettes foncières pour permettre la réalisation de la vision de la SIC. Il faut dire que l'intervention de l'État ici concerne les réseaux d'amener d'eau, d'électricité, mais également aménagement général du site. Donc voilà le propos que nous avons préparé cet après-midi à l'attention de notre public. Merci. Merci, et ces applaudissements nous conduisent tout droit vers une page de publicité. Le luxe, le chic et le beau à votre disposition grâce à la Société immobilière du Cameroun qui met à votre disposition au quartier Hippodrome à Yaoundé la résidence Le Foundi. La résidence Le Foundi. La résidence Le Foundi est un immeuble constitué de 152 appartements au standing de type T1, T2, T3, T4, T5 et T6 avec des surfaces utiles allant de 18 à 445 mètres carrés et d'un espace de commerce d'une surface globale de 954 mètres carrés. La résidence Le Foundi, c'est 4130 mètres carrés de parking pour 134 places, 3070 mètres carrés d'espace commun, 4 ascenseurs, 2 groupes électrogènes de puissance globale de 800 kVA, un forage, un système de sécurité incendie, une bâche d'eau et une station d'épuration. Réservez et achetez dès maintenant votre appartement au standing ou votre espace de commerce. Pour toute information, contactez la division commerciale et marketing de la SIC au numéro 695 89 98 49 695 89 98 51. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Are you a development actor? For 8 days, the Kribi City Council invites you to the second edition of the Economic Actors and Local Development Fair, SAIDEL, on the occasion of the official opening of the Economic and Local Development Players Exhibition. I want to assure to them their expression of gratitude will be reported to the appropriate quarters. from 21st to 28th October 2023 in Kribi on the shores of the Atlantic Ocean under the theme Local Economic Performance for National Development. The agenda includes carnival, economic meeting, conferences, expositions, free training,
animations. For more information, contact the event management, Mon Communicateur, on 620 23 42 92 or click on www.saedel.cm. Saedel, ensemble vers l'émergence. La suite des exposés consacrés à la Société immobilière du Cameroun avec à présent M. Ernest Wanya Kamdem, qui est le chef des divisions des affaires juridiques. Il va évoquer un sujet douloureux, la filouterie des loyers. Merci, monsieur le modérateur, monsieur le directeur général, de l'honneur qui m'est fait en me donnant l'occasion de communiquer sur deux instruments juridiques qui ont un impact certain sur ce qu'on va appeler les établissements, la production et la gestion des établissements humains en termes d'infrastructures d'habitat qui est constitué par un ensemble, ou disons plutôt le parc des logements sociaux, n'est-ce pas, que l'État s'efforce à produire et à mettre à la disposition des Camerounais pour l'effectivité du droit au logement, qui est un droit fondamental des droits humains, édicté et contrôlé par l'Organisation des Nations Unies dans les pays membres. Alors, ces deux éléments, il s'agit de quoi? Il s'agit premièrement du code des résidences des groupes immobiliers de la SIC, et secondement, nous allons évoquer ce qu'on appelait dans le code pénal camerounais la filouterie des loyers. Compte tenu, n'est-ce pas, du temps très court qui nous est imparti, j'essaierai, comme les précédents panélistes, d'être à la fois concis et précis. D'abord, le code des résidences des groupes immobiliers de la SIC. De quoi s'agit-il? L'idée de l'élaboration d'un code de résidence est partie d'un constat du management actuel de la SIC lors de sa prise de fonction. Le directeur général l'a évoqué tout à l'heure, relativement à la physionomie du patrimoine locatif en exploitation qui se trouvait dans un état de délabrement très avancé, dû non seulement à la faiblesse des loyers qui ne permet pas d'assurer une maintenance convenable des cités et des bâtiments, mais surtout au désintéressement des locataires à la gestion de ce patrimoine d'une part et à l'incivisme des usagers d'autre part. Afin donc de remédier à cette situation, la direction générale a formulé sa vision qui ne se limitait plus simplement à la production des logements pour les mettre à la disposition des Camerounais, mais également d'améliorer l'exploitation des acquis, ça veut dire le patrimoine existant, au moment où l'État n'a plus suffisamment de moyens pour satisfaire la forte demande. Dans cette perspective, la stratégie consistait à la mise en place d'un outil devant conduire à l'amélioration des relations avec la clientèle afin de préserver le patrimoine immobilier de la SIC pour les générations à venir. Concrètement, il s'est agi, n'est-ce pas, d'élaborer un code de résidence avec pour objectif d'abord d'instaurer la bonne gouvernance par l'encadrement permanent du dialogue inclusif avec les résidents en vue d'une gestion participative des cités et réduire les incompréhensions qui existaient entre la SIC et ses locataires. Deuxièmement, il s'agissait d'endiguer l'incivisme des locataires dans la manière d'habiter et instaurer les bonnes pratiques pour la maintenance et l'entretien des logements. Et enfin, de résoudre les problèmes liés à l'assainissement, l'hygiène, la salubrité, la sécurité dans les cités que le directeur général a évoqué tout à l'heure. Ce code de résidence qui a été distribué aux résidents des cités comporte en gros 5 chapitres, 10 sections et 45 articles. Nous n'allons pas ici entrer dans les détails. Simplement, en substance, ce qu'il faut retenir, c'est que ce code rappelle, en explicitant davantage les règles générales d'habitation prévues dans les contrats et concerne, n'est-ce pas, l'ensemble des résidents des groupes immobiliers de la SIC, aussi bien les locataires que les acquéreurs. Aussi, il met un accent particulier sur le vivre ensemble par la forte implication des résidents eux-mêmes dans la gestion de leur environnement, leur sécurité et l'amélioration de leur cadre de vie, n'est-ce pas, par le touchement des associations qu'ils vont créer et désigner des chefs de bloc
et des chefs de poule pour interagir avec les responsables de la SIC. Il indique enfin, ce code de résidence, les différents intervenants dans la gestion des cités, à savoir les autorités administratives, les collectivités territoriales décentralisées, les forces de maintien de l'ordre, la SIC et même les associations elles-mêmes des résidents, chaque acteur devant être directement saisi pour les problèmes relevant de ses compétences. Voilà ce qu'on peut dire de manière sommaire sur le code de résidence, qui est un instrument très important pour la gestion et la préservation du patrimoine actuel. À présent, nous allons évoquer la filouterie des loyers. Qu'est-ce que c'est que la filouterie de loyer? Pour la définir simplement, on peut dire qu'il s'agit, que c'est le fait, n'est-ce pas, pour un locataire, d'habiter un logement sans payer les loyers et de s'y maintenir. Jusqu'en 2016, le contentieux relatif aux impayés des loyers ne pouvait être porté que devant une juridiction civile. Après l'échec d'une démarche amiable de recouvrement des loyers impayés, le juge civil était saisi, n'est-ce pas, pour ordonner l'expulsion du locataire débiteur. La filouterie de loyer, quant à elle, a été introduite, n'est-ce pas, dans l'ordre juridique camerounais par la loi 2016-07 du 12 juillet 2016 portant code pénal. Au terme de l'article 322, alinéa 1 de cette loi, et je cite, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 300 000 francs, ou l'une de ces deux peines seulement, le preneur par bail dûment enregistré d'un immeuble bâti ou non qui, débiteur de 2 mois de loyer, n'a ni payé les 10 loyers, ni libéré l'immeuble concerné 1 mois après sommation de payer ou de libérer les lieux. Concrètement, cela signifie que, désormais, rester dans un logement avec 2 mois d'impayés revêt un caractère pénal et expose, n'est-ce pas, le locataire indélicat à une peine d'emprisonnement ou d'une amende ou l'une des deux peines, sans préjudice de son expulsion qui sera prononcée en même temps que sa condamnation. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les locataires en impayés doivent faire attention, parce que la loi, elle est dure, mais il faut l'appliquer. Qu'on soit de bonne foi ou de bonne ou de mauvaise foi, il vaudrait mieux libérer le logement et remettre les clés à la SIC quand on n'arrive plus à payer le loyer, au lieu de se retrouver en prison pour une occupation de logement sans contrepartie. 2 mois seulement, vous avez bien compris, en impayé suffisent à engager votre responsabilité pénale. Pour l'instant, la SIC n'a pas commencé à appliquer cette disposition. Nous en sommes à la phase de sensibilisation, mais il faut bien noter que la phase de mise en œuvre démarrera bientôt. Je vous remercie pour votre aimable attention. Est-ce qu'il y a quelques filous dans la salle? Je n'attendais pas moins de vous. Personne ne se désigne, il n'y a pas de filous. Alors, le dernier exposé va également s'intéresser à un caillou dans la chaussure de la SIC. C'est la sous-location. L'exposé est présenté par M. Joseph Fridolin Ambene, qui est contrôleur de gestion adjoint. M. Ambene. Merci, Monsieur le modérateur, pour la parole donnée en vue de communiquer sur le phénomène de sous-location. Dans un contexte où la SIC est positionnée vers la relance de la production, afin de satisfaire la politique gouvernementale dans le sous-secteur de l'habitat, c'est-à-dire l'accès à tous à un logement décent, malgré une démographie sans cesse croissante et un déficit de logement estimé à environ de 2 millions d'unités. Le top management de la Société immobilière du Cameroun, pour mettre en œuvre cette vision stratégique et relancer la production, au lendemain de sa prise de fonction, a effectué une mission d'inspection générale du patrimoine de la SIC, à l'issue de laquelle certaines pratiques ont été constatées, entre autres la sous-location, objet de cette communication. Alors, c'est quoi la sous-location? Comment se caractérise-t-elle? Quelles sont les causes? Et quelle est la lutte qui est menée au sein de la SIC? La sous-location, outre les dispositions prévues dans le code pénal
est un phénomène proscrit par l'article 11, alinéa 2 du contrat de location de la SIC. Elle consiste en l'occupation d'un logement sans titre ni droit par un individu et se caractérise généralement par les actes de corruption. Les causes de la sous-location, autant endogènes qu'exogènes, peuvent être, je cite, le déficit de l'offre de logements, la baisse des prix de logements pratiqués par la SIC représentant un tiers des prix du marché, la bonification de 50% accordée aux fonctionnaires et agents de l'État, le caractère résidentiel des quartiers abritant les cités SIC, donnant facilement accès à toutes les infrastructures sociales, scolaires et sportives. Quelle est la lutte menée au sein de la SIC pour éradiquer la sous-location? La lutte contre la sous-location est menée au sein d'un groupe de travail créé par le directeur général chargé d'examiner les dossiers de régularisation exceptionnelle des occupants irréguliers visant la sécurisation du patrimoine locatif pour chaque logement occupé, un contrat enregistré. Quel est l'état de lieu qui résulte de cette lutte? Nous faisons remarquer ici que, à date, sur plus de 1200 sous-locataires identifiés, la SIC a régularisé 756 sous-locataires et engrangé une recette additionnelle optimisée à plus de 323 millions. Je voudrais rappeler, comme monsieur le directeur général l'a dit, la sous-location représente 25% du patrimoine locatif de la SIC. Quelle perspective face à la résistance et en vue d'éradiquer la sous-location ainsi que les actes connexes assimilés, le directeur général a recommandé aux responsables des services des affaires juridiques et du contrôle de gestion, chacun en ce qui le concerne, de mener une réflexion préconisant les sanctions dans toute la chaîne, parmi lesquelles les expulsions des occupants irréguliers, le personnel impliqué dans les transactions de ce phénomène, fixer les objectifs de performance aux responsables d'exploitation pour juguler systématiquement ce fléau qui altère l'exploitation de la gestion locative. Telle est la communication sur la sous-location afin que nul n'en ignore son impact sur la relance de la production. Je vous en remercie. Merci à vous. 2 ou 3 questions avant de terminer cette conférence. Il est entendu que je ne donnerai pas la parole aux filous et aux sous-locataires. Alors, la première question qui m'est parvenue arrive d'un internaute. La voici. Est-ce que M. Amadou Sardaouna peut nous dire comment entrer en possession d'un logement social, d'un logement à la SIC? Car jusqu'ici, les bénéficiaires sont des nantis. Monsieur Alain Bilibi, je voudrais tout simplement répondre à cette question. C'est le problème, le phénomène de la demande qui est très croissante et le phénomène de la non-production. Parce que s'il y avait adéquation entre cette demande et une production, on ne devrait pas arriver à ce genre de comportement. Pour être locataire de logement social, le MINDU avait défini certains critères. Il faut être camerounais, il faut avoir un salaire modeste et il faut
que la personne n'ait pas un titre foncier. Ça, c'est un arrêté du MINDU qui le définit. Mais, depuis des années, nous avons remarqué que les textes ne sont pas suffisants. Et il n'y a pas un bon encadrement. Il n'y a pas une bonne définition de la cible qui devrait occuper le logement social. Dès qu'on pense qu'un fonctionnaire ne mériterait pas d'être dans le logement social, mais ce qui est faux ailleurs, que ce soit en Éthiopie ou autre, les fonctionnaires occupent bel et bien le logement social. Le phénomène que vous observez, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé des questions qu'à Olembe, quand on arrive, on voit des parterres de voitures et tout dans le parking. Mais c'est des fonctionnaires de l'État et d'autres fonctionnaires, ils peuvent présenter leur bulletin avec 90, 100 000 par mois, mais on ne sait pas quelles ressources ils gagnent. Vous connaissez ce que c'est qu'un fonctionnaire camerounais. Donc, moi, je n'en suis plus parce que je suis devenu un commerçant, je suis hors de la fonction publique. Donc maintenant, je peux dire la réalité de ce qui se passe là-bas. Donc, en général, j'ai dit que les transactions qui se font entre vous, c'est-à-dire que quelqu'un qui sait que il paye 50 000 francs à la SIC s'il n'est pas fonctionnaire. Si c'est un fonctionnaire, c'est 25 000 francs qu'il paye. Donc, sur le privé, c'est 200 000 qu'il faut débourser pour avoir un logement de 3 chambres décent. Donc, il fait un calcul, 50 000 moins 200 000, il a 150 000. En 10 mois, il bénéficie 1 500 000. Et c'est les mêmes clients de la SIC qui, après avoir bénéficié, ils vont construire leur logement ailleurs, mais ils continuent toujours d'utiliser les deniers publics. Vous comprenez, non? Pendant plus de 40 ans, c'est ça qui se passe. Donc, la difficulté que la SIC a, nous avons tenté de loger les sous-locataires. Nous avons compris que c'est des Camerounais et un logement social, c'est attribué par le chef de l'État, de par la souveraineté de l'action. Donc, c'est pour cela que nous avons pris résolution sur nous, au lieu de les expulser, on demande quand même une pénalité de 150 000. Donc, vous voyez que les 150 000 ont généré en 3 ans plus de 300 millions. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que, compte tenu de la modicité de nos ressources, nous cherchons par tous les moyens pour renflouer les caisses de la SIC. Parce que si quelqu'un me paie 11 000 à Loncac, la toiture, pour la refaire, au moins c'est dans les 300 000, 400 000. Donc c'est 11 000, en 3 ans, ne peuvent pas réfectionner sa maison. Donc vous comprenez la difficulté. Et l'État continue toujours de dire à la SIC de payer plus de 500 millions pour la TVA. C'est nous qui payons la TVA de nos locataires. 500 millions. C'est-à-dire que 300 millions de pénalités, 200 millions de pénalités et 300 millions de principal pour payer au fisc. Par an. Donc en 10 ans, nous avons eu des TVA à payer pour les locataires, plus de 6 milliards. Dieu merci, nous avons eu des antécédents avec le MINFI qui nous a exonérés de ça. Pas exonérés, c'est-à-dire que repayés. C'est pour cela que je vous disais que la SIC aujourd'hui a payé plus de 11 milliards en matière de fisc. Donc, je vous dis, moi, je ne peux pas diriger une société qui ne respecte pas le fisc, parce que pour un top management, il faut que les charges sociales soient respectées avec la CNPS et puis la fiscalité aussi. Donc, il faut dire aux Camerounais, ils posent beaucoup de questions,
Mais la réponse vient de la relance de production. Parce que si l'offre devient supérieure à la demande, les Camerounais n'en souffriraient pas. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur général. Je prends une question de ce côté-ci. Y en a-t-il une? Oui, madame. Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur le directeur général. Merci à vos collaborateurs et à vous-même de vos brillants exposés. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. J'ai une préoccupation. Je me demande à l'horizon 2035 comment vous voyez votre mix en termes de construction et de rénovation entre l'immobilier locatif et la promotion immobilière. Et combien de CFA vous allez mettre dans l'immobilier locatif et combien de CFA vous allez mettre dans la promotion immobilière, combien d'unités vous allez mettre d'un côté et de l'autre. Je pose la question parce que vous avez entendu dire que vous alliez mettre 5 milliards sur Kotor. Et je pense que ça doit être des endroits où il y a de la sous-location et de la filouterie, où les loyers sont très modérés, parce que le logement social au Cameroun, ça veut dire loyer modéré. Donc vous allez mettre de l'argent là où vous allez en perdre. Je me demande si vous n'allez pas retourner dans le rouge assez vite, si vous prenez cette stratégie-là. Merci. De la question, j'ai dit que nous avons estimé en 2019 la seule cité de Koto à 5 milliards pour la réhabiliter, que ce soit sur la structure, le ravalement, et puis les stations d'épuration et les systèmes d'assainissement. Ça, c'était une estimation. Pour l'instant, nous n'avons pas cet argent pour réhabiliter ces logements parce que vous pensez que la SIC sera au rouge. La SIC ne sera pas au rouge compte tenu de la facilité que le gouvernement peut accorder au logement social. Nous avons proposé au conseil d'administration, qui n'a pas encore validé depuis 2 ans, la proposition d'un marché adapté. Parce que si le directeur général n'est pas libre pour faire un conglomérat des entreprises pour baisser le prix de trucs pour entretenir ces logements sociaux, ça ne pourra pas marcher. Parce que si on rentre en concurrence pour donner les marchés, vous savez que les marchés, quand on les multiplie, c'est pour des besoins égoïstes des uns et des autres. Chacun tire la couverture de son côté pour avoir des effets personnels au détriment des deniers publics. Donc, c'est pour cela que nous voulons des experts qui sont des producteurs de matériaux, qui peuvent nous donner ces matériaux-là pour faire la peinture et autres là, moyennant réduction. Et ça peut se faire compte tenu de l'enveloppe que ça va couvrir, plus de 50 milliards par exemple. Ça permettra à l'État, si par exemple on devrait faire 70 ou 80 milliards, qu'on le mette à 50 milliards. Donc c'est la proposition que nous avons donnée. Il reste à l'État d'avoir l'œil sur ce que la SIC a proposé pour voir si on ne peut pas réhabiliter ces logements. Parce que rien n'est impossible. C'est un devoir souverain du chef de l'État. On peut trouver des solutions. Il y a des gens qui nous recherchent en partenariat, qui peuvent eux-mêmes faire le coup de pinceau sur nos murs moyennant des plaques publicitaires et autres. Donc la SIC devrait saisir ces éléments. Nous avons aussi les commerçants qui envahissent les rues tout autour de nos cités, qui jonchent, c'est-à-dire que ça désenlaidit complètement les rues et autres. Là, ça fait un phénomène de désordre urbain qu'il faut lutter. L'habitat étant un microcosme de l'urbanisme. Donc, en miniature, nous avons tout ce que l'urbanisme veut dans une ville au sein du domaine d'habitat. Donc, j'ai dit qu'on collabore avec les collectivités territoriales pour lutter contre ces désordres urbains
en faisant une ceinture autour de nos habitations, avec des barrières qui séparent les commerçants de nos logements. Donc ça devient comme une sécurité pour ces populations. Parce qu'aujourd'hui, quand vous entrez dans les camps SIC, ça devient des camps de sécurité. Quelqu'un vient déposer sa voiture pendant 10 ans, 20 ans, ça devient des niches de bandits. Donc les populations camerounaises et leurs enfants ne sont pas en sécurité. Donc il faut clôturer. Si on n'a pas l'argent pour faire les simples clôtures, on peut, moyennant l'investissement des particuliers, ceinturer. Nous l'avons fait à Biémassi. Biémassi aussi est entouré aujourd'hui avec des barrières et tout, et des gardiens postés par ces mêmes investisseurs. La SIC n'a pas déboursé un seul franc. La communauté urbaine, les mairies nous ont aidés, nous ont soutenus dans cette œuvre-là. Et en plus, les populations ont réclamé quelque chose, c'est-à-dire que refaire les espaces verts, les espaces de jeu, tout ça là. Donc voilà les simples éléments que je peux vous répondre. On ne peut pas aller au rouge en déficit en tant que top management. Merci, monsieur le directeur général. Il y a une jeune dame qui fait les 100 pas au fond de la salle. En général, quand elle entre ici, c'est pour m'indiquer que le générique de fin est prêt. Elle va quand même me laisser indiquer que pour la journée de demain, à 10h est prévue la conférence de l'Agence de promotion des investissements, à 11h30, celle de la communauté urbaine de Kribi, 13h la conférence du Bureau national de l'État civil, 14h30 la conférence du ministère du Tourisme et des Loisirs. Elle me laisse également la possibilité de remercier le directeur général, ses collaborateurs, le public et les téléspectateurs. Bonne soirée. Merci. Tu dois toi-même être créateur de ce dont tu as besoin pour ton existence. Ce sont les informateurs eux-mêmes qui font le bruit, comme vous.